Écoutez, Bernard Kouchner, les sirènes qu'on va entendre, ce sont les sirènes à Moscou. Puisque les moscovites dans la banlieue, en tout cas de Moscou, ont entendu ces sirènes retentir. Les drones ukrainiens, des dizaines de drones, réussissent à défier la capitale moscovite, à défier Vladimir Poutine, à quelques jours de la célébration du 9 mai. Premier commentaire, première réaction. Tout le monde savait qu'ils allaient le faire. Enfin, voyons. En plus, c'est la banlieue de Moscou qu'ils ont frappé. Et je trouve ça plus prudent quand même que ce soit pas directement sur la place rouge. Maintenant, frapperont-ils la place rouge? Ça, j'en sais rien. Je ne pense pas, mais c'est... oui. En termes symboliques... Enfin, c'est inouï quand même, là, on commente. Enfin, évidemment, vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Moi aussi, d'ailleurs. Mais franchement, c'est un drôle de monde, non? Si on se reporte quelques années en arrière. Non, c'est fou. Il fait une espèce de fête à Moscou. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a Lula, là. Ça me fait un peu de peine, mais enfin bon. Il fait une fête, il défile sur la place rouge alors qu'il continue la guerre et il pense que ça va se passer comme ça. Mais j'espère qu'ils vont les bombarder. J'espère qu'il y aura plus de drones. Enfin, soyons un tout petit peu, pas moraux, mais enfin... Vous êtes applaudi par Alain Poédi, à ma main droite. Évidemment. Bien sûr. Mais vraiment, j'aime ces applaudissements. Vous espérez, Bernard Kouchner, vous souhaitez, vous, qu'il y ait une action pendant le défilé, exactement? Disproportionnée, bien sûr. Enfin, il faut quand même... Bon, évidemment, nous pensions que les Américains allaient permettre un cessez-le-feu. Nous nous sommes trompés, une fois de plus. Et on n'est pas au bout de nos peines. Là, il a dit quand même, parce que je suis vos émissions, dès que vous parlez, je suis là. Et donc, merci Bernard Kouchner, vous êtes notre médiamétrie personnelle. Il a dit qu'il n'était pas à vendre. Mais il continue, Trump continue à l'appeler le 51e État des États-Unis. Le Canada. Mais c'est fou ce type. Et quand même, on est dans un monde de fous, non? Enfin, en tout cas, lui. La force symbolique, Bernard Kouchner, vous avez traversé, je ne vais pas vous vieillir, vous êtes notre doyen, vous avez traversé le siècle. Moscou, c'était la Mecque du communisme à une autre époque. Aujourd'hui, c'est la Mecque. Vous n'allez pas me faire parler du communisme maintenant. Regardez ce qui devait être devenu. L'idée qu'aujourd'hui, elle soit sous le feu des drones ukrainiens qui réussissent à aller malgré les défenses antiaériennes, etc., c'est quelque chose. Bien sûr. Enfin, ils sont en guerre quand même, on a l'air de ne pas s'en rendre compte. Enfin, les Ukrainiens le savent. Bon, et alors... Poutine n'est pas en guerre lui-même. Lui, il échappe partout, il se planque partout, etc. Mais enfin, sinon... Comment voulez-vous empêcher? Ah oui, parce que monsieur fait sa parade, vous allez arrêter la guerre, parce que c'est... Attendez un peu qu'on vous fasse plus de mal. Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est? Comédie sinistre. Évidemment, c'est un drame. Malheureusement, les Ukrainiens ne peuvent pas aller très fortement parce que c'est vrai que depuis quelques temps, moi, je reçois plein on m'écrit sur tous mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube aussi, où je fais les émissions tous les soirs. Donc, j'invite tout le monde pour les analyses où je prends plus de temps. Me dit, mais là, j'espère que ça va être bombardé, mais on veut bien, mais le problème, les Ukrainiens, il manque encore des outils pour arriver à leur objectif. Et les outils, c'est les fameux missiles balistiques que l'Ukraine est en train de finaliser, la production. C'est aussi les avions qui nous manquent et surtout on nous a privés de toute cette aviation encore en 1994 à la signature du mémorandum de Budapest. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens sont dans la situation où ils auraient pu arrêter cette guerre si, en plus de ces armements qui manquent, il y avait la volonté des Occidentaux de les aider. Et c'est possible, mais... À quoi est-ce que vous comparez ces événements, Bernard Kouchner? Vous avez Attendez, mon téléphone sonne. Alors on va confisquer le téléphone de Bernard Kouchner pour avancer dans l'émission. Il faut bien vous animer un peu. À quoi est-ce que vous comparez ces événements? Vous étiez là pendant la guerre d'Yougoslavie, vous avez été au cœur de plusieurs guerres. À quoi est-ce que vous comparez ce qui arrive là? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Apparemment, la haine est plus grande. Enfin, c'est la haine provoquée. Il y a diverses sources de la haine ont été employées. Mais là, quand même, aujourd'hui, nous avons Inde-Pakistan qui se confirme. Ouais. On y reviendra plus tard dans l'émission avec les bombardements. Alors, on peut espérer que ces deux grands pays,
avec chacun la bombe atomique. En tout cas, côté pakistanais, c'est peut-être plus difficile, mais enfin bon. Est-ce que ça va s'arrêter? Si ça ne s'arrête pas, on est vraiment entré dans une espèce de tourbillon, comment dirais-je, de tuerie, enfin de tourbillon de guerre. Non, franchement, nous avons été surpris, tous, par, comment dirais-je, l'énergie vorace de M. Trump. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse une prévision maintenant? Comment va-t-il réagir d'après vous? Il a loupé complètement son coup quand même, il ne faut pas exagérer, il aurait pu participer de la paix. Il a complètement loupé son coup. Est-ce que ça va l'encourager ici à lâcher l'affaire? Certains disent qu'il peut lâcher l'affaire en voyant ça, en voyant que les Ukrainiens ne se laissent pas faire, ils frappent jusqu'à Moscou, et que Moscou ne relâche pas du tout la pression, on le verra dans un instant. On peut penser que Trump change un peu de discours par rapport à Poutine. D'abord parce qu'il a tendu la main à l'Ukraine avec cet accord commercial important sur les minerais. Et puis parce qu'il espérait une paix rapide qui lui aurait permis de briller, et pourquoi pas d'être un candidat au prix Nobel de la paix. Et en fait, qui bloque? C'est la Russie, c'est Poutine qui ne veut pas que cette guerre s'arrête, c'est Poutine qui bombarde symboliquement des cibles civiles ukrainiennes après chaque visite ou quasiment de l'envoyé spécial de Trump à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et je pense que Trump va peut-être se dire, mais finalement, ces Russes, ils ne sont pas si coopératifs que ça. Peut-être d'ailleurs que cette annonce, dont on verra si elle est suivie d'effets de 1000 milliards de dollars supplémentaires pour l'armée, c'est aussi une sorte de réponse indirecte à Poutine en disant « Je ne suis pas naïf, je vois bien que vous n'êtes pas dans la logique coopérative que j'espérais de vous ». Quel est le choc en Russie? Et je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes avec vous, Bernard Kouchner, notamment avec tous nos éditorialistes invités, cette attaque massive de drones contre la Russie, en particulier dans la couronne, la banlieue de Moscou. Écoutez de quelle manière à la télévision russe on s'en fait l'écho. Enfin, je vous trouve naïf, là. Bonjour, chers amis, mesdames, messieurs, camarades, bonjour. En direct, votre émission préférée diffusée pendant 60 minutes. La nuit dernière, le régime de Kiev a lancé une attaque massive sur le territoire russe avec des drones. Au total, 105 drones ont participé au raid. Nos systèmes de défense aérienne les ont abattus à l'approche de Moscou. Ça passe pas inaperçu. En tout cas, c'est sûr cette fois que longtemps les Russes ont dit opération spéciale, ils n'employaient pas le mot de guerre, etc. Là, ils ne peuvent pas cacher la réalité. Non, ils ne peuvent pas cacher la réalité. Les Russes commencent à le sentir de plus en plus. Si vous vivez à l'ouest de la Russie, dans la région de Belgorod ou dans la région de Koursk, vous sentez vraiment cette guerre. Après, on réfléchit tous à quelle va être la riposte de la Russie. Mais la Russie n'a pas à riposter dans la mesure où elle riposte tous les jours. Elle riposte de façon non provoquée en bombardant les villes ukrainiennes tous les jours. Elle a encore envoyé des salves de missiles aujourd'hui sur l'Ukraine. Donc tout le monde se pose la question de est-ce qu'un jour la Russie va avoir la grande réponse que tout le monde redoute. Personnellement, je ne pense pas que ça va se faire, en tout cas pas parce que quelques drones seront tombés sur la banlieue moscovite. Après, s'il y a une attaque sur la place Rouge le 9 mai, là, moi je pense qu'on aura une réponse assez musclée de la Russie, en tout cas sur Kiev. Mais vous croyez encore, je vous demande, croyez-vous encore aux chances de la paix immédiate? Non, absolument pas. Mais c'est pas possible. C'était même pas possible avant. Vous avez prêté de la logique au président Trump. C'est très généreux de votre part, mais enfin, c'est pas logique tout ça. Il a loupé son coup complètement. Sans doute pensait-il, dans sa démesure, que son influence allait suffire. Bon, maintenant, je pense qu'il y aura un renfort, hélas, de la guerre. Bon, que nous finirons, je ne sais en combien de temps, mais l'Europe, qui reste le seul petit espoir, n'est-ce pas? L'Europe. Mais il faut du temps pour la mettre ensemble, il faut du temps pour qu'elle soit convaincue, il faut du temps pour qu'il y ait quelques plans, il faut du plan, même pour que Mme von der Leyen parle. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Alors demain, le président français parle. Bon, peut-être y aura-t-il une petite perspective, mais sinon, c'est la guerre, la perspective.
Et c'est triste à dire, mais nous y sommes. Et comment allons-nous nous en sortir? Y a-t-il une chance? Vous avez vu ce qui s'est passé avec M. Merz en Allemagne? Bon, alors là, on lui a dit, te crois pas tout seul. Alors, demain, évidemment, la rencontre entre le président français et le chancelier allemand n'aura pas la même force. L'hypothèse de l'engrenage, est-ce que vous y croyez? C'était, je crois, Jean de Vignasti sur ce plateau qui disait, bien sûr, l'Ukraine est un bouclier, elle peut être aussi, c'est le mot qu'il utilisait, le détonateur d'une guerre. Déjà. Mais c'est déjà, oui, absolument, je suis d'accord avec vous. Il l'est déjà, nous y sommes, il y a un enchaînement, il y a une espèce d'engrenage mortifère, enfin pas seulement mortifère, évidemment. Je connais le déclenchement de la guerre, je sais ce que veut. Mais maintenant, on peut quand même penser que Vladimir Poutine veut récupérer un par un les anciens morceaux des anciennes républiques socialistes soviétiques. Que peut faire le 9 mai très exactement, amiral? Je vous pose la question en particulier, vous le militaire. Rappelons la brochette de personnalités qui seront là autour de Vladimir Poutine. Ce sera une scène comparable à celle-là, ça c'est le 9 mai 2024. Donc défilé militaire, l'aviation, si elle peut voler, parce que justement l'incertitude est là, et ces chefs d'État et de gouvernement. Alors il y a l'Égyptien Sisi, il y a évidemment et surtout Xi Jinping, le Chinois. Lula, le Brésilien, c'est un ami à vous, Lula? Oui, enfin, j'avais de l'affection pour lui. Pourquoi vous n'avez plus? Je trouve un peu curieux qu'il ait choisi, déjà dans la façon dont il a sélectionné ses alliés au moment où il a repris le pouvoir, légitimement d'ailleurs, par sa sélection, reprise du pouvoir légitime. Oui, là, je trouve un peu curieux qu'il aille se mêler à cette bande, mais bon. Bon, déjà, on a tous les BRICS, sauf l'Afrique du Sud. Oui. Et il y a un absent notoire, quand même, compte tenu de sa participation, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord. Kim Jong-un. Parce que Kim Jong-un aurait dû être là, mais peut-être qu'il voyage peu. Les autres, il voyage en train. Plus les drones que les autres. Mais il n'y a pas Modi non plus. Il n'y a pas Modi non plus. Mais Modi, il a des occupations. Il a quelques problèmes. À ce moment, il a le gaz. Il a une guerre sur le feu. Il a une guerre sur le feu. Non, mais il ne faut pas croire que c'est tous ces gens qui pensent venir en Russie assister à cette parade, c'est pas par amitié, c'est pas par affection, c'est pas pour admirer le magnifique spectacle, parce qu'il y a des intérêts économiques énormes en jeu, et je pense que je suis quasiment persuadée que Poutine, derrière, il leur promet peut-être les matières premières quasiment gratuitement, ou je ne sais pas ce qu'il leur offre comme... C'est la famille anti-occidentale. La famille... Non, je ne pense pas que... C'est une grande partie du monde, hein. Il faut bien dire, c'est une grande partie du monde, parce que le Brésil... C'est la moitié du monde. Comment? C'est plus que la moitié du monde. Oui, soulignons ça. Vous n'avez pas demandé à l'Inde ce qu'elle pense. Il n'y a pas l'Inde. C'est plus que la moitié du monde, Ivan Akouja. Il ne faut pas sous-estimer ça. En nombre d'habitants, en puissance montante. La Chine, qui est la première puissance démographique en égalité à peu près avec l'Inde. Voilà, ça représente quand même beaucoup de puissance et d'intérêt économique. Oui. C'est l'intérêt économique qui compte. Mais en même temps, on va sûrement parler beaucoup du prix du pétrole demain. Il y a un clip formidable que les Russes sont en train de faire circuler. C'est une chanson à la gloire de la grande Russie, à la gloire de cette grande victoire, chantée par une petite fille russe, et reprise en russe par des Indiens, par des Congolais, par des Sud-Africains, par des Brésiliens qui chantent en russe avec leur accent étranger assez fort. Mais c'est vraiment une chanson sur la victoire à la Seconde Guerre mondiale, chantée par des gens qui n'ont pas vraiment participé. Mais ça montre aussi l'effort de propagande russe vis-à-vis des pays qu'on appelle les pays du BRICS. Tout ça provoque une colère russe, presque une forme de rage, parce qu'évidemment, ce défilé, pour eux, c'est si important. Et c'est si important qu'il se déroule sans accroc que l'idée qu'il y ait des incertitudes, qui doivent peut-être annuler la parade aérienne, etc., quelque chose. Écoutez ce que dit Lavrov, ministre des Affaires étrangères, sur cette colère à l'égard, non pas seulement de l'Ukraine, mais des Européens en général. Il est très important non seulement de préserver la mémoire des héros de la Grande Guerre patriotique et de la Seconde Guerre mondiale, qui ont assuré notre développement futur et à venir. Mais souvenez-vous également de l'expérience diplomatique et des leçons diplomatiques qui ont été tirées de ces événements. Et ces leçons sont inestimables.
Cela est particulièrement vrai dans la situation actuelle, alors que la quasi-totalité de l'Europe est à nouveau en guerre contre nous. Et vous nous avez rejoint, Sergei Parkhomenko. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste russe, indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous cette colère. On sent monter. Alors, elle était évidemment jouée, surjouée, mais de la part de Lavrov, de sa porte-parole Zakharova, ce soir, l'impression que jamais l'irritation n'avait été si forte à l'égard des Occidentaux, des Européens. Oui, mais ça va pas du tout pour eux, en fait, parce que ils n'arrivent pas à progresser, ils n'arrivent pas à faire bouger le front. Et justement, ils ont beaucoup compté sur Trump et sur ses démarches un peu étranges pendant toutes ces négociations. Et là aussi, ça n'a pas tellement marché. Ouais, non. Et donc, ils sont bloqués, plus ou moins. Ils sont obligés de continuer, et continuer, ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'ils se fâchent. Donc, en fait, ça, c'est simple, à mon avis. Est-ce que ça marche quand la propagande russe dit « Regardez, les Occidentaux, les Européens cherchent à nous entraîner dans la guerre ». Est-ce que ça marche chez les Russes ? Bon, les Russes sont différents, comme toujours. Des certains Russes, ça marche, des certains Russes, ça marche pas. Il y a quand même des gens intelligents entre les Russes qui voient très bien les choses et qui voient que, en fait, toute cette hystérie qu'il continue au niveau de victoire. Et bon, ça, il y a plein de Russes qui le détestent. Il y a plein de Russes, par exemple, qui respectent les relations avec l'Europe et qui détestent, par exemple, toute la propagande qui exclut les Ukrainiens de la guerre, ce qui est un motif très très fort maintenant, qu'il n'y avait pas d'Ukrainiens pendant la guerre. C'est une victoire à nous. Les Ukrainiens, ce sont que des nazis, que des participants des divisions nazies, toujours le même discours, que ceux qui... Bon, non, mais c'est toujours la même chose. Ils viennent encore de le dire il y a 2 jours. Donc ils pensent que nous sommes, les Français, des nazis. C'est pas seulement intellectuellement et historiquement scandaleux, c'est psychopathologique. Ce type est quand même très très malade, ou alors très 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 malin, beaucoup plus qu'on le croit, parce qu'il a trompé tout le monde. Vous avez raison de dire ça. Il a trompé tout le monde. Et pour le moment, la seule solution, c'est de continuer la guerre. Alors pourrons-nous compter sur l'Europe dans combien de temps? Parce que je ne vois pas un laps de temps comme ça, 1 an ou 2 avant, et encore au moins, avant que les forces françaises, ou certaines forces françaises, comme l'anglaise et la française, oui, bien sûr, l'allemand, c'est peut-être un peu différent déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la guerre et nous allons la commenter. La phrase qu'il répète tout le temps, à nouveau, la quasi-totalité de l'Europe est contre nous. Voilà, oui, à nouveau, c'est scandaleux quand même.